Hello les voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de notre podcast À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure aux côtés de Juliette, alias Kumbaya Voyage, et de sa tribu de pirates des mers. Attachez vos ceintures car cette famille intrépide est en route depuis plus de 3 ans à bord de son catamaran, prête à conquérir les océans et à vivre des moments inoubliables. Dans cet épisode, nous allons plonger dans leur incroyable immersion dans les îles, découvrir les secrets et la solidarité entre navigateurs et même explorer les subtilités du budget d'un tour du monde en mer. On va également découvrir leur expérience unique en Nouvelle-Zélande où les enfants ont fait leur premier pas dans une école néo-zélandaise. Bien sûr, nous discuterons de leurs attentes sur cette dernière étape de leur périple et leurs plans pour le retour à terre. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par cette discussion captivante et légère avec Juliette et sa tribu. Prêt à lever l'ancre? Alors en route vers de nouvelles aventures avec Kumbaya Voyage. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast, en tout cas je suis hyper contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous planter un petit peu le décor avant de nous présenter ta famille? Bien sûr, alors là actuellement on est en Nouvelle-Zélande, on est parti depuis le 11 octobre 2020, donc bientôt 3 ans, de La Rochelle en catamaran pour un tour du monde. Dans l'idée c'est ça. 4 enfants? Exactement, on a 4 enfants qui ont aujourd'hui donc 14, 11, 9 et 6 ans. Ok. Du coup, à la base, vous êtes de La Rochelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet? Tout à fait, ouais. On n'est pas de La Rochelle, on était en région parisienne, donc rien à voir avec la mer. Mais voilà, ça fait depuis qu'on se connaît avec mon mari qu'on est fan de voile et de mer, et du coup on s'est dit si jamais ça passe, très vite quand on s'est rencontrés, on s'est dit si jamais ça passe, si jamais on arrive à fonder une famille, etc. On partira avec nos enfants voir un petit bout du monde, et ça allait de soi que ce serait en bateau parce que c'était pour nous le moyen le plus évident de parcourir le monde. Donc, à la base, vous êtes quand même tous les deux voileux. À la base, on était 2 voileux habitant à côté de Paris, c'était pas idéal, mais on passait nos vacances quasi à chaque fois au bord de la mer ou sur l'eau. Donc on avait un peu d'expérience quand même. Aguerris ou pas du tout au niveau? Il y avait une expérience de faire comme ça des voyages en voile ou pas du tout? Moitié-moitié, on n'avait jamais fait de grosses traversées plus que la Manche pour aller en Angleterre et la Corse, quoi, continent Corse. Donc c'est pas énorme, ça représente une nuit et une journée de nav, quoi, globalement. C'est pas une grosse expérience. Mais on s'est formé, on s'est donné les moyens d'y arriver, et puis on est parti. On est parti, ne faisant pas les fiers, mais maintenant on commence à avoir un peu d'expérience. Qui a eu du coup, alors moi j'ai reçu sur à ce micro une autre famille un peu comme vous qui avait le projet depuis le départ, mais qui avait fait un peu une vraie formation. Est-ce que de votre côté ça a été la même chose? Oui, oui, on s'est quand même formé pas mal hein, pour partir, parce qu'on voulait pas partir. Déjà, on voulait que notre entourage nous fasse un minimum confiance, quoi, qu'ils nous prennent pas pour des grands fous. Et donc non, non, on a fait pas mal de formations techniques pour tout ce qui est gestion de l'électricité à bord, gestion de la météo. Voilà, on a fait pas mal de formations. Et après, bon, on avait quand même fait un peu de voile. Hein, on avait Hubert plus en petit en dériveur, en voile légère, et moi un peu plus en croisière, enfin en bateau habitable. Donc moi j'ai le niveau moniteur de voile habitable, et Hubert il gère bien aussi tout ce qui est manœuvre. Donc on avait quand même une expérience, enfin on avait quand même une formation théorique. On va dire qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on avait quand même des bonnes bases. Le projet de base, c'était de durer combien de temps? À la base, on est parti 3 ans, mais on se laissait la possibilité de glisser sur 4. Parce qu'en fait, il a la possibilité d'avoir jusqu'à 24 mois renouvelables de congés sabbatiques. Donc ça nous amenait à 4 ans, c'était notre date limite en fait. Et c'est ce qui va se passer. D'accord. Et du coup, au niveau des jobs, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la vie d'avant et comment vous avez mis ça en place? Ouais, donc Hub, il bossait dans une banque, donc il a découvert assez vite, après être arrivé dans la banque, qu'il pouvait avoir 48 mois d'année sabbatique de suite. Donc du coup, il a fait tout pour rester là, alors qu'il aurait eu plein d'opportunités de changer de job et
Voilà, mais finalement voilà, le projet nous a poussé à faire qu'il reste là. Après, il était très content aussi dans son boulot, mais bon, il a refusé quelques opportunités pour pouvoir avoir cette chance-là. Et moi, je suis infirmière puéricultrice, donc j'étais dans la fonction publique et donc je savais que je pouvais avoir aussi une dispo pour le nombre d'années qu'il fallait. Du coup, ça s'est passé assez simplement. Donc, on a en théorie nos boulots qui nous attendent quand on rentre. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi l'humeur du jour et comment tu nous racontes 3 ans, parce que c'est 3 ans déjà de vie sur ce bateau? Ouais, clairement, ça fait déjà ouais, presque 3 ans qu'on est parti. Alors là, on est en Nouvelle-Zélande, on a une situation un peu compliquée parce que le bateau est en réparation pour une petite réparation, mais qui traîne un peu parce qu'on est au bout du monde, c'est un peu compliqué. Donc ça fait quand même quelques mois qu'on est à terre, enfin qu'il est au sec, et que nous on est là depuis 3 semaines, on peut pas habiter dessus, donc on est dans une maison. Et donc ça nous a permis de justement prendre conscience de la chance qu'on avait de vivre ce qu'on a vécu là pendant les 2 ans et demi derniers, parce que bah, ça nous manque terriblement et on n'a qu'une envie, c'est de repartir pour apprécier mais puissance 10 000 tout ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre parce qu'il nous reste un an et ça va passer super vite. Et donc voilà, on n'a qu'une envie, c'est de repartir, et cette petite pause à terre va nous avoir fait, je pense, apprécier mais puissance 10 000 tout ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Ouais, c'est génial parce que ça vous permet de prendre un peu de recul déjà sur l'expérience et de vivre encore plus fort la dernière partie, quoi. Ah bah complètement, ouais, on se rend vraiment compte que bah ça nous manque, enfin d'être sur l'eau. Les enfants, dès qu'on passe devant la mer, ils nous disent: «Ouah, ça nous manque de nous baigner et tout». Enfin, c'est vrai qu'on se rend compte là en étant à terre de la chance qu'on a, et on se rend compte de ce que ça va donner quand on va rentrer. Je pense que oui, ça nous fera vraiment apprécier plus encore ce qu'on va vivre. Je pense que ça va pas être le sujet du jour parce que de temps en temps, j'imagine que vous y pensez à la vie d'après, mais je pense que là, vous êtes plutôt on vit le moment présent, il nous reste un an à kiffer et on va savourer ça. Clairement, ouais, c'est ça. Ça va être notre mentor pour les prochains mois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, la vie sur le bateau quand vous êtes, en traversée, le rythme et la philosophie de vie? Ouais, tout à fait. Alors, on a fait notre plus grosse traversée qu'on ait faite, c'est le Pacifique. Ça a duré 19 jours. Sinon, en règle générale, on est sur des traversées d'une semaine, 10 jours, bon, 2, 3 jours, ça dépend. On a toujours 2, 3 jours pour s'installer et prendre notre rythme de croisière, c'est le cas de le dire. Et en général, bah, c'est tous les jours un peu pareil. Le temps, il est un peu distendu quand on est en traversée parce qu'on n'a pas. Bon, alors maintenant, c'est arrivé, il y a Starlink et il y a beaucoup de gens qui vont avoir Internet à bord, mais on a choisi de pas le prendre tout de suite. Mais voilà, on est déconnecté, on est hors du monde, et du coup, bah, le temps est complètement différent. Mais on a notre petite régularité. Le matin, on travaille avec les enfants, on fait l'école. On se lève assez tard parce que comme on fait des quarts de nuit, souvent il y en a un ou deux qui dort un peu le matin, et du coup bah ça fait que les enfants émergent petit à petit. Donc le temps du petit déj, etc., on se met à travailler vers 9h30, 10h jusqu'à midi à peu près. Après le repas, et après l'après-midi, bah, on joue, on lit, on bricole, on règle le bateau. Donc c'est assez smooth parce que bah, il se passe pas grand chose. C'est la petite vie de famille, mais finalement tout le monde est content. Et le soir, quand il commence à faire nuit, on regarde un petit film, on mange, et les enfants vont se coucher assez vite parce qu'on n'aime pas trop qu'ils soient par là la nuit, sauf quand ils veulent faire des quarts un peu avec nous, regarder les étoiles. Mais souvent ils filent dans leur cabine, et du coup nous on est tranquille aussi, chacun à notre tour pour faire nos quarts de nuit. Donc parfois évidemment c'est pas marrant parce que parfois ça bouge, parfois c'est compliqué, la météo est pas forcément toujours clémente. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt paisiblement. Quand tu dis quart de nuit, explique-nous? Ben, en fait, il faut toujours quelqu'un qui soit réveillé pour surveiller le bateau, pour surveiller non seulement que le bateau soit bien réglé, qu'il aille dans le bon endroit, parce qu'on met le pilote automatique, mais on le règle par rapport au vent. Donc, si le vent tourne un peu, bah, le bateau peut prendre un écart d'angle assez important et du coup aller pas du tout au bon endroit. Donc, faut surveiller ça, faut surveiller qu'il y ait personne d'autre sur l'eau, pas de bateau, enfin, rien de dangereux, pas de terre. Donc, en gros, toutes les 15-20 minutes, on fait un tour d'horizon, on vérifie tous les instruments et on vérifie que le bateau aille bien et qu'on soit sur la bonne route, etc. Donc en fait, on dort à tour de rôle. Avec Hubert, on fait en général 4 heures, un qui dort et l'autre qui est réveillé, donc ça fait 4 heures et 4 heures. Et après, on refait 3 heures, ce qui nous permet d'avoir quand même une nuit
quand même à peu près correct. Bon, Hubert, il dort super bien et moi, je dors pas trop la nuit, en quart de nuit, donc je me rattrape un peu la journée et le matin, dès que le soleil se lève, je sais pas pourquoi c'est comme ça. La nuit, je sais pas, j'ai toujours des pensées qui arrivent, genre on va couler, etc. Bon, c'est comme ça. Les Il faut petites angoisses l'accepter. nocturnes. C'est ça. Tu sais, quand je suis en quart, je suis en train de m'endormir, je lutte pour rester réveillée. Et dès que c'est mon moment de dormir, j'ai les yeux qui sont ouverts et genre impossible de m'endormir. C'est ça, c'est hyper énervant. Mais bon, c'est comme ça. Je travaille là-dessus et Hugo il dort comme un bébé, donc il fait un peu plus la nuit et moi je dirais je dors un peu plus le jour. Mais finalement, ça se passe quand même plutôt pas mal. Et puis les enfants grandissent, donc ils peuvent aussi maintenant petit à petit, quand c'est calme, prendre un peu leur quart aussi. Pendant les traversées, c'est fatigant, j'imagine. Donc en fait, le maximum, c'est quoi? C'est une dizaine de jours, d'où la volonté après de se poser un peu et de récupérer? C'est ouais, bah voilà, ça peut aller jusqu'à 19 jours. Normalement, c'était notre plus grande traversée. Après, c'est 2 semaines qu'on va faire maximum, je pense, pour rentrer, par bribes, hein. Et après, l'idée, nous, le voyage, les traversées, on adore, mais l'idée, c'est quand même de rester un peu aux escales, au mouillage et de découvrir les pays. Et c'est tout ça qui nous anime dans le voyage. Mais même si on adore être sur la mer aussi, mais c'est vrai que c'est un peu plus fatigant et on est mieux tranquille au mouillage. Mais tu as raison parce que souvent quand on se fait l'idée d'un tour du monde, on a l'impression que vous naviguez tout le temps. Mais en fait, vous êtes presque plus en escale qu'en Ah traversée. ben complètement. Sur le ratio, je crois que ça doit être 80-85% du temps au mouillage, hein, sur tout le voyage. Et puis après, quand on est dans des zones, on fait des traversées de jour, pratiquement. On fait des traversées de nuit, c'est quand même plus rare, quoi. On essaye de toujours faire des traversées de jour, avoir des étapes, et quand on part plus longtemps, ben on part plus longtemps. À la différence d'un camping-car, sur un bateau, on est dans un lieu forcément petit aussi, peu d'espace. Comment ça se passe justement avec les 4 enfants? Est-ce qu'il s'est, développé une complicité entre eux, assez forte? Comment se passe l'ambiance sur le bateau? Bon, comme j'irai à terre dans une famille de 4 enfants, c'est-à-dire que il y a des hauts et des bas, mais non, mais globalement, on a de la chance parce qu'on a quand même pas mal de place. On a un catamaran avec pas mal de place. Évidemment, bah, après ils ont presque chacun leur cabine, donc ils peuvent aller se planquer dans leur petit lieu quand ils veulent. Ils sont deux à être dans une même cabine et deux à avoir chacun leur cabine, plus la nôtre. Donc il y a vraiment des espaces où chacun peut s'isoler, pas comme dans un camping-car. On a essayé ça en van, on a fait un voyage en van ici en Nouvelle-Zélande et on a vu qu'on était bien sur notre bateau. Et voilà, chacun peut trouver son espace, on peut aller au-dessus, on peut aller à l'avant sur le trampoline, on peut aller à l'arrière, donc voilà, on peut être tranquille, et bon après ils disputent, mais le voyage globalement les a quand même pas mal, je pense, resserrés et leur a créé des souvenirs communs. Enfin nous c'est ce qu'on espère en tout cas que ça aura eu cet effet-là sur la fratrie. On le voit sur pas mal de choses. Après, je pense qu'on verra les fruits plus tard, mais c'est vrai que on le sent quand c'est compliqué, quand on est dans la mer formée, que ça va pas, on sent qu'il y a la solidarité un peu qui reprend. Quand nous on est occupés avec le bateau, ils vont tous se regrouper et se débrouiller et faire des trucs tout seuls à l'intérieur. Les grands vont s'occuper des petits. Et du coup, alors ils viennent nous aider s'ils voient que c'est compliqué, ils savent ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est sympa. C'est génial. Est-ce que tu peux nous parler d'une escale qui t'a le plus marqué depuis les 3 ans? Si tu peux en choisir une et essayer de nous faire vivre un petit peu les émotions de cette période. On regardait ça parce qu'on est revenu sur la Polynésie, clairement. Comme ça sans trop réfléchir parce qu'on a passé 9 mois en Polynésie et que donc c'est une escale assez globale mais vraiment je pense que c'est quand même un endroit incroyable et on a passé 9 mois, on n'était pas lassés à la fin de tous ces paysages magnifiques, de la gentillesse des gens, des paysages sous-marins, des animaux aquatiques incroyables qu'on côtoyait tout le temps. Et donc c'est vraiment, je dirais, voilà, vraiment la Polynésie qui va, je pense, nous avoir beaucoup marqué pendant ce voyage. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Je pense que, ayant eu la chance de le faire aussi, on pense que c'est une carte postale, mais c'est vraiment une carte postale et c'est à la hauteur de tout ce qu'on espère. Clairement, hein, c'est vraiment magnifique. Après, voilà, il y a évidemment on a passé 9 mois, donc on a réussi à connaître, à voir un petit peu aussi les points négatifs qui peuvent exister en Polynésie. Il y en a, hein. Mais globalement, quand même, sur les paysages incroyables, les lieux et les découvertes qu'on a pu faire et les gens qu'on a pu croiser, parce qu'en bateau, tu peux aller quand même dans des endroits vraiment plus reculés, moins touristiques que quand tu es en avion. Notamment aux Marquises, on a passé quand même 2 mois et demi aux Marquises. C'est un archipel quand même très isolé avec des gens incroyables, une culture très ancrée, et puis des paysages aussi incroyables, des animaux.
des animaux aussi assez hallucinants sous l'eau. Aux Marquises, aux Gambiers aussi, qui est un archipel que personne ne connaît quasi, qui est encore plus isolé, c'est tout au sud-est de la Polynésie. C'est un peu comme si t'opposais Istanbul à Stockholm, quoi, en distance. Et les Gambiers, c'est tout petit et pareil, on a passé un mois là-bas. C'était vraiment un petit paradis. Je pense que c'est l'archipel qu'on a préféré en Polynésie potentiellement. Est-ce que tu peux en parler justement des gens là-bas? Comment ça s'est passé les rencontres? Parce qu'un mois, c'est quand même important. Est-ce que tu peux nous raconter cette immersion? Ouais, ouais. Alors après, en un mois, on a bougé parce que donc l'archipel, il est constitué de plusieurs petits îlots. Et donc sur chaque îlot, il y a des gens qui habitent. Donc il y a l'îlot principal où il y a le village. Où là, c'est un peu plus difficile de rencontrer les gens parce qu'ils sont un peu dans leur vie, mais en même temps, tu te balades. Il y a un bar, il y a une église, il y a une école, donc c'est facile. Tu peux aller discuter assez facilement avec les gens et puis ils vont t'aborder assez facilement eux-mêmes. Ou alors tout simplement, il n'y a pas de marché, il y a un petit supermarché qui est pas très bien achalandé, donc si tu as besoin de fruits et légumes, il faut aller toquer à la porte des gens. Donc en fait, tu te balades, tu fais une balade et tu vas toquer, tu vois qu'il y a un bananier avec un régime de banane mûre, tu te dis bonjour, excusez-moi, est-ce que votre bananier là, vous allez l'utiliser? Et les gens, ils t'invitent chez eux, ils te montrent leur chien, leur chat, ils te parlent de leur vie. Finalement, tu passes l'après-midi chez eux juste pour un régime de banane et ils vont jusqu'à je me souviens, la personne qui nous a donné le régime de banane, elle a dit, mais attendez, vous êtes loin du port, là, attendez, j'appelle mon copain qui va chercher le scooter pour recharger le régime de banane, qui nous l'amène. Enfin, c'est vraiment trop gentil, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Après, sur les petits motus et les petits îlots qui sont un peu sur la barrière de corail, donc autour de l'archipel, pareil, des gens qui habitent dans des maisons qui ont rien, hein, qui sont pas connectés. Et pareil, ils arrivent, ils te donnent des gousses de vanille, ils t'invitent chez eux, ils font un barbecue avec des poissons. Il y en a qui organisent toutes les semaines un barbecue géant sur la plage pour tous les voiliers qui sont là. Donc ça, C'est c'est trop génial. sympa aussi, puisque du coup, ça permet de faire des rencontres. Et vraiment, c'est cet accueil-là qui est incroyable, quoi, cette Il y a proximité. une vraie solidarité a priori entre les voileux, est-ce que tu confirmes? Ah oui, complètement. Ouais, on n'imaginait pas on savait qu'on allait faire des rencontres, mais on n'imaginait pas que en fait, mais c'est un peu comme j'imagine les personnes qui sont expats, c'est-à-dire que c'est un peu les gens qui sont autour de toi, ça devient un peu ta famille. Mais ce qui est hallucinant, c'est que tu as vraiment un lissage total de conditions sociales, de taille de ton bateau, de métier que tu faisais avant, de d'âge. Et en fait, tu peux très bien côtoyer. Enfin, nous, on a rencontré des gens qui avaient des bateaux incroyables, qui étaient directeurs de boîtes hyper importantes. Après, on a rencontré des gens, des jeunes qui sont partis sans budget, dans des petits bateaux. Et en fait, tous ces gens-là, eh ben, finalement, tu te retrouves, tu fais un apéro et t'es lissé parce que t'as les mêmes problèmes. Ton bateau, il a beau être grand, il a beau être neuf, et ben, tu vas avoir des problèmes. Dans tous les cas, tu vas devoir bricoler, tu vas devoir faire ce que tu peux, que tu aies un bateau neuf ou un bateau vieux, tu vas te coltiner tes problèmes techniques. Donc finalement, bah, et puis on est tous dans les mêmes aléas, on est tous dans la même vie et finalement ça rapproche. Et c'est vrai que même si voilà, si t'as 25 ans ou si t'as 60 ans, finalement t'as les mêmes centres d'intérêt et c'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans notre vie d'avant. Oui, puis il y a plus le costume, ou le bleu de travail et là, vous êtes tous en maillot de bain et en tongs. C'est ça, c'est ça, exactement. Du coup, c'est vrai que ça, c'est on n'imaginait pas à ce point-là que c'était aussi qu'on allait en faire autant de rencontres vraiment assez profondes en fait. Ouais, je pense que de toute façon, c'est ce que vous venez chercher aussi dans le voyage, c'est ces jolies rencontres. Comment tu, vois justement, est-ce qu'il va y avoir un avant et après, Nouvelle-Zélande? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore plus mettre en avant sur la dernière partie du voyage? Bah, possiblement, ouais. On le saura avec du recul, mais je pense que oui, oui, il y aura probablement un avant-après Nouvelle-Zélande. Déjà parce que c'est une longue escale, la Nouvelle-Zélande, de toute façon, pour tout le monde, parce qu'il fallait s'abriter le temps de 6 mois, la saison cyclonique. Et en plus, parce que nous, on aurait été un peu à terre, et du coup, oui, clairement, on essaiera encore plus de privilégier les rencontres. Et en plus ça va, moins on est à avancer, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le voyage, de leur fait ou pas de leur fait. Et du coup, bah, on est parti avec beaucoup de personnes il y en a certains qui se sont arrêtés aux Antilles, il y en a qui ont fait la boucle juste un an, enfin c'est déjà top déjà. Je dis juste, mais c'est déjà génial, un an autour de l'Atlantique, donc ils font l'Atlantique aller, l'Atlantique retour sur un an. Ceux qui vont jusqu'à Panama, déjà, c'est un peu moins. Ceux qui traversent le Pacifique, on est déjà encore un peu moins.
Et puis, il y en a pas mal qui s'arrêtent à Tahiti parce que le retour, là, venir en Nouvelle-Zélande, c'est assez costaud en termes de météo. Donc, il y en a qui sont pas motivés pour ça. Et puis après, il y a pas mal de routes pour rentrer en France. C'est encore un peu sport. Donc, c'est vrai qu'on est moins. On va être en plus petit comité, mais du coup, c'est tout aussi sympa. Et c'est quoi le projet là sur la dernière partie? Et ben, on va devoir pas mal naviguer parce que le projet, c'est de partir dès qu'on peut là vers la Nouvelle-Calédonie, passer au nord de l'Australie, le détroit de Torres. On a rendez-vous en Indonésie pour cet été avec des amis qui viennent nous rejoindre de France. Ça va être juillet-août en Indonésie, on espère. Et après, on trace. Alors, on a deux options qui s'ouvrent à nous. La première, qui est notre option de base, c'est de passer par l'Afrique du Sud, donc l'océan Indien, Afrique du Sud. Et après, on repasse par le Brésil, les Antilles et la France, parce que par rapport au vent et au courant, c'est quand même mieux de faire comme ça. Et l'autre option qui se dessine potentiellement aussi, ce serait de passer par le canal de Suez et la Méditerranée. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment décidé, même si notre première option, et l'Afrique du Sud, reste notre préférée pour le moment. Est-ce que tu peux nous parler du budget? J'ai notamment autour de moi pas mal de gens qui rêvent de faire ça, un tour du monde en bateau. Et c'est vrai que souvent on le met, on fait des moyennes ou est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, alors c'est pas évident de faire un budget parce que chaque personne va avoir le sien, ça va être un peu bateau ma réponse, mais nous on est parti avec un budget prédéfini qu'on dépasse clairement parce qu'on a on a décidé de se faire un peu plaisir aussi. On voulait garder un peu de sous pour le retour. Je sais pas s'il va nous rester beaucoup, mais bon, on se débrouillera. Ça riche d'autres choses. Le bateau, on l'a acheté pas entièrement. Il est en leasing, donc c'est la banque qui nous a prêté. On a un prêt du coup dessus comme un prêt D'accord. immobilier. Donc c'est vrai qu'on a un budget par mois qui est assez conséquent en termes de location du bateau et d'assurance, parce que c'est cher d'assurer un bateau qui neuf, qui plus est, parce que nous avions un bateau neuf. Donc on a presque 3000 euros de frais fixes, mais bon, on les avait planifiés d'avance, donc en théorie, voilà, c'est prévu dans le budget. Donc ça fait déjà pas mal de frais fixes. Il faut Mmh. rajouter l'entretien du bateau, donc en fait les pièces détachées et tout ça, les réparations, ça peut aller assez vite. Il faut rajouter la nourriture, il faut rajouter tous les extras qu'on peut se rajouter ou pas. C'est notre budget propre qui est assez important, parce qu'on a choisi de monter le projet comme ça. Mais vraiment, nous, on croise des gens qui ont un budget avec 2 zéros par rapport à nous, 3 zéros, et un budget aussi beaucoup moins. On a croisé des gens qui se débrouillaient très très bien avec rien et qui arrivaient à vivre la même chose que nous avec beaucoup moins, parce qu'ils sont beaucoup plus minimalistes, ils ont besoin de moins de choses, ils s'offrent pas autant d'extras ou ils se débrouillent pour les faire d'une manière détournée. Donc je dirais que ça reste quelque chose qui peut être offert à chacun, à chacun qui veut décider de le faire. Il faut monter le projet d'une manière qui respecte ses convictions et ses possibilités en fait. Et avec un bateau moins cher, évidemment un catamaran c'est plus cher, mais on peut très bien le faire avec un monocoque. Après, il faut accepter du coup que ce soit peut-être un peu moins confortable, etc. Et encore, c'est pas forcément sûr. Donc vraiment, c'est ce que je dis souvent, c'est que le budget doit pas être un frein quand on veut faire un projet pareil. Parce que il y a des gens qui travaillent, hein, qui arrivent très bien à gagner de l'argent en étant loin. Maintenant, avec Internet partout, ça facilite. Ouais, c'est ça, il y a des digital nomades qui arrivent à le faire, mais vous avez fait une vraie pause au niveau boulot, donc vous profitez, à fond de vos enfants et du bateau, quoi? Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, avec 4 enfants à bord, plus le bateau, etc., plus l'école, c'est compliqué de se libérer du temps pour travailler. Enfin, moi, je vois pas trop comment on arriverait à caser des boulots en plus de nos journées. Parce que finalement, on se tourne pas les pouces toute la journée, parce que une fois que t'as fait l'école, t'en as pour bien 3 heures. La vie quotidienne, ça prend plus de temps qu'à terre, hein. On n'a pas de lave-vaisselle, on n'a pas de, voilà, c'est assez soft pour cuisiner, donc ça prend plus de temps. L'entretien du bateau, ça prend, je sais pas, 1 heure ou deux quasi par jour. Donc finalement, la journée, elle passe très très vite, même si on n'a pas travaillé, bien occupé. Au niveau du logement, du coup, à Paris, vous avez vendu ou vous avez loué votre appart? Non, bon, on a fait un petit montage, on avait vendu dans l'appart dans lequel on habitait, on a loué pendant 1 an et on a racheté un appart derrière parce qu'on avait trouvé un bon plan d'achat par vente aux enchères. On a racheté un appart juste pour mettre en location, pour avoir quelque chose au retour, même si là, on a quand même délibérément décidé de ne pas retourner dedans. Je suis quand même obligée de te poser la question, même il peut se passer encore plein de choses pendant un an, tout ce que je vous souhaite. Est-ce que tu arrives à envisager de retourner sur ta vie d'avant?
Après ce beau voyage, est-ce que tu penses que vous allez être capable ou est-ce que c'est une question qu'on ne se pose même pas? Ouais, on s'est posé la question, on avait tout organisé pour retourner dans notre vie d'avant en termes de sécurité, parce qu'on s'est dit avec 4 enfants, on peut pas se permettre de tout plaquer et de partir, comme ça, voilà. Et en fin de compte, c'est ce qu'on risque de peut-être faire. En fait, non, on voudrait aller en province, on voudrait trouver un cadre de vie un peu plus qualitatif que ce qu'on avait en banlieue parisienne. Lui, il essaiera de trouver un boulot en province quelque part, et moi je peux trouver assez facilement aussi. Donc non, on veut pas retourner dans notre vie d'avant parce que c'est une facilité, mais ça va être trop bizarre. Parce qu'on le sait, on l'a déjà fait, on est déjà parti 1 an en Afrique et revenu, et on est revenu dans notre vie d'avant, et comme si de rien n'était, comme si c'était hier, et finalement notre aventure, elle est partie un peu comme une parenthèse, et finalement c'était un peu bizarre. Du coup on s'est dit on va pas faire la même chose là, on voudrait vraiment que du coup ce soit un nouveau départ un peu, ou un changement. Parce que là 4 ans c'est vraiment important. Et du coup on voudrait pas que, parce que dans notre vie d'avant on le sait, hein, les gens vont nous dire alors c'était bien ton voyage, bah oui c'était bien, bon bah ici c'est toujours pareil, ça a pas changé, c'est comme ça, alors du coup demain qu'est-ce qu'on fait, enfin, et du coup ton voyage il est où? Et donc voilà, nous on voulait vraiment avoir un nouveau départ un peu. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé chez vous, dans vos personnalités ou dans votre façon de voir les choses? Là comme ça c'est pas facile de répondre, je dirais à chaud. Peut-être que ça aurait changé qu'il faut plus apprécier, enfin de prendre un peu plus de recul et d'être un peu plus philosophe sur le fait qu'il faut apprécier quand ça va bien la vie, et profiter, apprécier de voir nos enfants s'éclater, enfin voilà, vraiment ça, apprécier d'être avec les autres, parce que bah d'autant plus en voyage on s'aperçoit que bah ça peut partir en vrille très vite. Il suffit que ton bateau il se casse sur un rocher, tout est foutu, enfin que quelqu'un a un problème de santé, tout s'arrête. C'est vraiment puissance 10 vers le haut, puissance 10 vers le bas quoi. Donc je dirais qu'on a appris à être un peu plus philosophe là-dessus, à nous dépasser un peu nos appréhensions et nos peurs pour gérer les situations dans lesquelles on avait peur, parce qu'il y en a quand C'est même clair. eu. Et déjà ça, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment de galère, comment vous avez réussi à surmonter ça? Des moments de galère, on en a eu quand même, je dirais c'est des naves un peu pénibles où tu vas à l'encontre du vent, du courant, des vagues, donc c'est pénible pour tout le monde. T'as le mal de mer qui arrive potentiellement, tu dis que tu vas jamais arriver, en plus tu peux pas aller tout droit parce que sinon t'as le vent en face, donc t'es obligé de faire des allers-retours et de perdre encore plus de temps, donc c'est rageant pour tout le monde et pénible pour tout le monde, mais bon, au final tu te dis que ça passe. Ça c'est un truc qu'on aura appris aussi, c'est que finalement bah c'est pas grave, ça passe, tout passe. Faut serrer les fesses un peu et c'est pas grave. Ça finira par s'arrêter. Parce que quand t'arrives dans le mouillage, ben, en fait, c'est juste dingue. En fait, tu t'es galéré pendant peut-être 48 heures à être secoué dans tous les sens. Ton corps, il est malmené, les trucs, tu le poses, ça tombe. Enfin, c'est pas évident. Et en fait, t'arrives, c'est tout plat, il y a plus de bruit. Et en fait, là, t'oublies tout ce que t'as passé. C'est un peu comme un accouchement. C'est une belle image. Donc, ouais, moi j'aime bien se faire un parallèle là, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça finalement. T'arrives dans un endroit paradisiaque et tu te dis bon, c'est pas grave, ça valait le coup. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner une émotion forte, plutôt positive, un vrai moment de kiff? Peut-être qu'il y en a plein ou peut-être qu'il y a même un rituel qui te fait dire que ce moment-là, il est juste parfait et incroyable? Ouais, je dirais que c'est quand t'arrives dans un nouvel endroit, que justement tu t'arrêtes, tu mets l'ancre et que ça arrête de bouger, ça arrête de faire du bruit parce que quand tu navigues, alors on n'est pas dans un bateau de course, mais quand même il y a un sillage permanent, il y a un bruit permanent et en plus t'es tout le temps en veille à écouter le bruit pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a pas un truc qui a cassé, enfin, tout ça. Et du coup, c'est vraiment ça, je dirais. À chaque fois, le kiff ultime, c'est quand t'arrives, tu poses ton ancre, t'enlèves tes voiles, t'éteins ton moteur, et là, t'attends que ce soit le coucher de soleil, tu prends l'apéro, et là, c'est trop bien. Là, c'est un peu le kiff, tout le monde est content d'être arrivé. En plus, tu sais pas ce que tu vas découvrir un nouvel endroit, un nouveau paysage, des nouvelles personnes, une nouvelle culture. C'est un peu ça les émotions d'arriver, parce que tu la prépares ton émotion d'arriver, parce que t'as quand même plusieurs, je sais pas, comme t'as 8 heures d'avion. Non, là, le Pacifique, t'as 19 jours pour préparer ton arrivée, quoi. Donc quand elle arrive vraiment, là, c'est vraiment monter en haut de la montagne, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, vous arrivez forcément par la mer. Moi, là où je te rejoins complètement, je trouve que chaque première fois est unique. Donc, la chance, quand tu découvres à chaque fois un paysage différent, que tu ne connais pas en plus, il y a toujours une émotion qui est super forte. Quand tu arrives comme ça, justement, du côté de la mer, est-ce que tu sens tout de suite l'atmosphère
qui peut varier justement d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre? Un petit peu, ouais. Alors déjà, on a l'odeur, enfin déjà, on a la perspective qui est de loin. Par exemple, quand on est arrivé en Guyane, on guettait la terre toute la journée parce qu'on savait qu'on n'était plus très loin. On est arrivé au coucher de soleil, même de nuit après, et en fait, c'était tout plat, puis c'est de la mangrove, et donc on voyait rien, et on l'a vu, mais juste au dernier moment, on était là, c'est dingue, quoi. En fait, il y a pas de terre, et donc déjà, c'était un peu bizarre. Quand tu arrives aux Marquises, c'est une montagne, donc tu la vois de plus loin. Après, tu la sens, parce que tu sens l'odeur, parce que quand t'es en mer, t'as pas d'odeur. Enfin, t'as d'autres odeurs. Et du coup, quand tu sens l'odeur de la terre, des chèvres, C'est enfin, c'est génial. assez fort déjà. Ouais, c'est des émotions assez dingues. Et après, t'arrives, oui, clairement, l'arrivée aux Marquises, dans un petit écrin au milieu de la montagne, là, t'as d'autres bateaux, t'as envie de leur crier, on vient de traverser le Pacifique. Eux, ils s'en foutent, ils sont au mouillage tranquille, tu vois. Et après, t'arrives à terre, et là, tu découvres les habitants, enfin, tu sens l'ambiance tout de suite, quoi. Clairement, t'as la musique, t'as les danses, t'as les fruits, les sourires des gens, et ouais, direct, t'es dans l'ambiance, quoi. Mais ça dépend vraiment aussi c'est vrai que c'est pas du tout pareil que d'arriver au San Blas, au Panama, dans des petits îlots où il y a des Indiens qui s'appellent des Kunas qui habitent, où là c'est hyper paisible, il y a rien, il y a juste du sable et des cocotiers. Et ils sont trop gentils, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même chaleur parce que ils sont plus discrets, c'est une autre culture, quoi, donc c'est pas du tout la même approche. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te verrais, vivre? On s'est posé la question partout où on est passé. En Nouvelle-Zélande, on s'est vraiment posé la question parce que finalement ici on retrouve notre pays un peu, parce que c'est le même climat un peu, c'est des personnes qui sont européennes pour la plupart, il y a des Maoris, mais ils sont quand même en minorité. Donc là, on a mis les enfants à l'école et clairement, physiquement, il n'y a pas de différence. Ils sont blonds aux yeux bleus, beaucoup ici, donc c'est assez dingue d'être aux antipodes de la France et finalement physiquement d'être comme tout le monde à l'école. Euh, et, et c'est simple, la vie est cool ici, ils ont une qualité de vie qui est top parce qu'ils sont très peu nombreux, il y a de l'espace, il y a des paysages incroyables, et ils sont très peu nombreux en termes de population, donc ils ont une qualité de vie qui est assez dingue. En termes de mentalité, tu vois une vraie différence? Ouais, c'est pas la même chose quand même. C'est pas pareil, c'est quand même plus compliqué ici. Et finalement, la France, c'est quand même bien sur beaucoup d'aspects. Et finalement, on est convaincu pour l'instant de rentrer en France parce que déjà, on sera pas rentré pendant 4 ans et une famille va nous manquer. Puis quand il y es, tu vois que les côtés négatifs, j'ai envie de dire, je pense. Et quand il y es pas, tu vois que finalement la France c'est quand même cool pour pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on idéalise beaucoup les autres pays et puis quand tu es loin du tien, bah, tu te dis qu'en fait, il est pas si mal. Non mais c'est ça, clairement. La Polynésie, on a adoré, mais on voulait pas y rester. À cause du rythme? Non, on a des enfants qui arrivent dans l'adolescence. Je sais pas si c'est le niveau scolaire, il est quand même pas génial là-bas. Il y a quand même pas mal de travers. Quand tu creuses un peu derrière dans la société, il y a pas beaucoup de boulot, il y a pas mal de chômage, il y a quand même pas mal de choses un peu négatives. Je veux pas faire un tableau. On a entendu des choses quand même pas très jolies, et c'est vrai que bon, sous la carte postale, c'est quand même souvent le cas, hein, dans ces pays un peu paradisiaques, c'est qu'il y a pas mal de misère quand même aussi. Ça a beau être la France, c'est pas simple la vie là-bas, et c'est compliqué c'est surtout après compliqué de travailler, notamment ici en Nouvelle-Zélande aussi. Nous on le voit avec les travaux là sur le bateau. C'est pas la même mentalité, on n'a pas la même notion du temps, on n'a pas la même notion de planifier des travaux, c'est compliqué. En Nouvelle-Zélande, vous êtes où actuellement? Là, on est un peu au nord d'Auckland et le Ouais. bateau est encore un peu plus au nord, il est à Whangarei, sur l'île du Nord. Et du coup, vous avez pris quoi? Un appart? Oui, là, on est dans un Airbnb depuis, voilà, il y a pas mal, on est dans un coin un peu sympa au bord de la mer, donc il y a pas mal de logements de vacances, donc on est là. Et les enfants, ça a été facile de se réadapter, là, d'aller à l'école tous les jours et de reprendre une vie plus sédentaire? Ouais, ils sont trop contents. Ils étaient trop contents d'aller à l'école. Après, bon, ça faisait quelques mois qu'on était dans le chantier, dans le bateau sorti, donc c'était pas très funky, quoi. Donc là, ils étaient contents d'être dans une maison, d'avoir les joies de vivre à terre, le confort, hein, parce que c'est quand même, faut pas se cacher que c'est quand même confortable la vie à terre. Et d'aller à l'école, trop contents d'aller à l'école, d'apprendre l'anglais alors qu'ils comprennent rien, mais c'était de nouveau. Après, à l'école en Nouvelle-Zélande, c'est quand même hyper cool, hein. Ils leur donnent envie d'aller à l'école, mais ils apprennent pas énorme de choses, quoi. Ma fille, en troisième, en quatrième, elle fait ses matières, ses cuisine, couture, sport. Enfin, ils apprennent un peu de maths et français, mais c'est pas les matières d'anglais, pardon, mais c'est pas les matières principales, quoi.
Donc ça a l'air cool. Par contre, elle apprend l'anglais, c'est déjà génial. Voilà, c'est ça. Nous, on leur a dit, voilà, le reste, vous en fichez, vous essayez d'apprendre le maximum d'anglais que vous pouvez. Et du coup, tu les fais bosser en plus, toi, ou tu les laisses tranquilles en disant au moins vous avez l'anglais? Non, on travaille un peu le week-end parce il faut qu'ils finissent leur programme quand même. Donc on les lâche pas trop, mais ils ont quasi fini, donc ça va. C'est pas trop compliqué. Est-ce que tu as un suivi par rapport à la France? Tu parles de programme, est-ce que c'est toi qui te l'imposes de réussir à rentrer dans ce qui doit être acquis, ou est-ce que tu as aussi un suivi avec la France? Non, on a gardé des cours par correspondance, histoire d'avoir des passages de niveau quand même validés. Surtout l'année prochaine, quand on va rentrer, c'est pas mal d'avoir une attestation comme quoi ils ont fait telle classe. Donc on a des cours par correspondance avec des devoirs à renvoyer. C'est quel organisme? Ça s'appelle les cours Sainte-Anne. C'est un D'accord. cours privé. Ils ont un super niveau, mais on fait que maths, français et anglais pour les grandes. L'année prochaine, on les a réinscrites au CNED pour toutes les matières, pour qu'elles se remettent un peu à jour de toutes les matières, pour nos 2 collégiennes. Mais les petits font que maths, français, et c'est un super niveau, mais c'est sympa à faire. Ok. Donc on a fait ça depuis qu'on est parti. Le prochain départ, c'est quand? On aimerait bien savoir, on attend que les travaux soient finis. On espère un maximum d'ici un mois. D'accord, donc là, vous avez reçu les pièces du bateau et c'est les dernières réparations, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais, il faut qu'ils finissent. Et après, normalement, on espère partir. On est déjà un peu à la bourre, du coup, sur le programme. Donc, on va aller au Vanuatu et... Vous êtes mis à l'abri pour les cyclones, mais aussi parce qu'il y avait une réparation. Exactement. En fait, la Nouvelle-Zélande, tout le monde le fait comme escale pour se mettre à l'abri des cyclones. Et tout le monde l'utilise comme escale technique aussi, parce qu'ils sont super bons ici en termes de réparation de bateaux. Il y a du matériel, etc. Donc, tout le monde sort son bateau et fait les réparations qu'il faut. Nous, on a découvert un autre problème, donc ça prend un peu plus de temps pour nous. C'est comme ça. Si jamais tu vas au Vanuatu, je te parle de ce volcan Tana qui est sur une des îles du Vanuatu où le volcan est en activité encore et c'est juste des moments incroyables. Ouais, je sais bien, on a tous nos amis qui sont là-bas maintenant. Ah, excellent. Ils nous envoyaient tous leurs photos et à chaque fois on était là, oh là là, bah nous on pourra pas y aller, je pense. Peut-être on essaiera d'y aller juste pour le volcan et de tracer après derrière. On verra en fonction de quand est-ce qu'on peut repartir. En tout cas, on a hâte de suivre la suite de vos aventures. On peut vous retrouver aussi sur Instagram. Oui, tout à fait. On a une page Instagram et Facebook, ça s'appelle Le Voyage de Kumbaya, c'est le nom du bateau, Kumbaya. Et Hubert, il fait des vidéos YouTube aussi. Génial. Mais écoute, merci en tout cas de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir raconté vos belles aventures. Et ce qui est génial, c'est que voilà, de pouvoir avoir cette pause dans le voyage, ça nous donnera encore plus envie de vous suivre pour la suite. Donc merci beaucoup et profitez à fond de cette dernière partie de voyage. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci beaucoup. On va profiter, ça c'est sûr. À bientôt, Juliette. À bientôt, merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Cet épisode était passionnant en compagnie de Juliette et de sa famille. Vous en voulez encore plus? Alors ne manquez pas l'épisode bonus de questions-réponses qui sera disponible juste après celui-ci. Et ce n'est pas fini parce qu'on a donné rendez-vous dans 2 mois à Juliette pour la suite de leur incroyable aventure. Alors restez connectés car de nouvelles surprises et découvertes vous attendent. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et surtout de ne manquer aucun épisode et de les partager s'ils vous ont plu. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. On se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures.